Bonjour à tous, je m'appelle David Grévin, je suis radiologue à l'hôpital Necker et je suis en charge de l'imagerie prénatale, essentiellement l'IRM. Je vais vous parler d'échographie bien sûr et on va parler ici du diagnostic prénatal du Pierre Robin. Juste une petite précision sur ce que vient de dire Véronique. On réinsiste, en fait toutes les anomalies s'opèrent entre 9 et 10 semaines d'aménorrhée. Il y a plusieurs théories en fait qui se complètent plus ou moins, que je ne vais pas débattre ici, mais qui aboutissent toutes finalement à la même triade, micro-rétrognatisme, glossoptose, obstruction des voies aériennes ou fente labiopalatine. Au début, on disait fente labiopalatine postérieure pour les Français, mais cette fente labiopalatine en fait peut être absente dans 20% des cas et donc on lui préfère l'obstruction des voies aériennes maintenant. Donc 9-10 semaines, ça veut dire que théoriquement, le diagnostic précoce est possible dès l'échographie du premier trimestre. Les enjeux en fait de l'imagerie, c'est ce diagnostic précoce qui permet de préparer le couple, de bénéficier de plusieurs consultations sur les étapes de la prise en charge qui vont être abordées au cours de cette journée et d'organiser d'ores et déjà l'accouchement dans une maternité de niveau 3. L'évaluation du pronostic fonctionnel avec l'imagerie, c'est essentiellement le jeu des formes isolées ou non isolées, qu'elles soient syndromiques ou non syndromiques. Ça sera l'objet d'autres présentations plus tard. Quant à évaluer le degré d'obstruction, le type de ventilation à la naissance, essayer de prédire ça par l'imagerie, on n'est pas très bon et je vous en dirai un petit mot après. Donc on commence par l'échographie de façon tout à fait naturelle et d'abord par vous dire que depuis novembre 2023, il y a de nouvelles recommandations qui nous disent que sur cette première coupe du premier trimestre qui nous servait juste à mesurer la clarté nucale, maintenant l'échographiste doit dire dans son compte-rendu l'aspect du profil. Et ça c'est tout à fait important. Je vous donne un exemple ici d'imagerie tout à fait normale. Vous voyez ici le menton, comme il est tout beau. Hop, je reviens. Et un cas de micro-rétrognatisme au premier trimestre. Alors ce micro-rétrognatisme au premier trimestre n'est jamais normal. Dès que le dépisteur voit cette image, il doit référer rapidement un collègue pour faire l'échographie diagnostique. Il n'y a pas de « on va recontrôler plus tard pour voir ». Et ce signe, notamment de rétrognatisme, va progressivement s'atténuer, bien sûr pas complètement, à T2 et encore plus à T3. Au deuxième trimestre, il n'y a pas de nouvelle coupe à obtenir. Ce profil a déjà été décrit au premier trimestre et au deuxième trimestre dans les références avant. Mais désormais, sur ce profil au deuxième trimestre, on doit décrire la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton. Ici, un aspect normal au deuxième trimestre. On voit très bien les reliefs dont je viens de parler. Et un cas de micro-rétrognatisme. Il n'y a pas besoin de mesurer des angles, notamment l'angle face à l'inférieur, pour dire qu'il y a un micro-rétrognatisme. D'ailleurs, la valeur de cet angle facial inférieur par rapport à une appréciation un petit peu subjective, qualitative des clichés, vous êtes tous d'accord pour dire qu'ici, il y a un micro-rétrognatisme, il n'y a pas besoin de mesurer, ici que c'est normal, mais c'est vrai qu'il y a des formes un peu frontières, où finalement on se dit, j'ai un doute, je vais mesurer des angles, et en fait l'angle va se retrouver dans une zone grise, et va ne faire que confirmer ce doute. Donc en fait, quand on a un doute, ou quand on a une vraie micro-rétrognatie, à ce moment-là, on va rechercher les deux autres signes du Pierre Robin accessibles à l'échographie. Un, la fente palatine postérieure, ici c'est un palais normal en vue axiale, vous voyez cette bande en hypersignal, enfin hyperéchogène, pardon, je dis, je fais beaucoup d'IRM. Et ici, la fente en fait qui apparaît, le défect qui apparaît sur cette partie postérieure du palais. La glossoptose, intuitivement, on se dit la glossoptose, on va très bien la voir en sagittal. C'est vrai que c'est intuitif, sauf qu'en fait, en sagittal, vous allez avoir beaucoup de cônes d'ombre à cause des interfaces osseuses. Par exemple, pour cette super belle image, on a la glossoptose ici, au bout de cette petite flèche. Il a fallu 25 minutes à l'obstétricien pour obtenir cette jolie coupe. Et donc, du coup, il y a des équipes, notamment à Marseille, qui ont dit, eh bien, à ce moment-là, on va plutôt faire une coupe coronale sur l'oropharynx. Et on a même ici les reliefs, en fait, du larynx. Ici, il s'agit d'un sujet normal qui ne déglutit pas au moment de l'examen. Un même sujet normal qui déglutit, en fait, va apparaître au cours de la déglutition, par moment, la partie postérieure de la langue et qui vient juste se prolaber quelques secondes. C'est tout à fait normal, c'est assez fugace. Et en fait, quand on regarde, en revanche, le Pierre Robin, je vous remets ici le film, il n'y a quasiment pas de déglutition. Et en fait, ce qu'on voit ici, cette espèce de deux petits lobes ici, c'est la partie postérieure de la langue qui est incarcérée en permanence tout au long de l'examen. On va parler maintenant d'IRM, très rapidement.
D'abord, tout le monde ne sait pas forcément l'IRM fœtal, qu'est-ce que ça apporte. En fait, ça vient contrer toutes les limites qu'on a en échographie. Et même inversement, l'IRM a certaines limites que vient combler l'échographie. Ce sont vraiment deux imageries tout à fait complémentaires. Les limites de l'échographie, c'est l'atténuation du faisceau ultrasonore par les interférences osseuses, l'augmentation des grossesses multiples, l'incidence accrue de l'obésité, c'est 9% en France et 35% aux États-Unis par exemple. Et puis certaines positions fœtales qui sont défavorables pour l'échographiste, l'hydramniose qui peut être présente dans le Pierre Robin, qui peut extraordinairement nous gêner. Et enfin et surtout, le faible contraste entre les différentes structures en échographie et le champ de vue qui est limité au champ de la sonde. En IRM, on est capable de contrer toutes ces limites de l'échographie et en plus, on a accès à d'autres données qui sont des données plus fonctionnelles. Vous avez ici par exemple quelque chose qui bouge en vert et en bleu, c'est des connexions en fait, de fibres dans le cerveau, corps calleux et faisceau corticospinal. Alors, l'apport attendu de l'IRM pour le Pierre Robin en anténatal, c'est de reconfirmer le diagnostic, c'est-à-dire retrouver les 3 signes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, un aspect normal au cours d'une déglutition. Le palais, en fait, c'est cette petite ligne qui est en hyposignal au bout de la flèche bleue. Vous voyez que le palais ici est continu. Il n'y a pas de ptose de la langue reste dans la cavité buccale et il n'y a pas de micro-rétrognathie sur cette IRM. Un autre cas qui n'a rien à voir avec le Pierre Robin, si ce n'est que je vous présente une fente labiopalatine. Dans cette fente labiopalatine, le palais est discontinu, c'est au bout de la flèche bleue ici, mais en revanche, il n'y a pas de ptose de la langue. La langue prend une forme bizarre au cours de la déglutition, on l'aperçoit aussi ici, et il n'y a pas de micro-rétrognathie. Dans le Pierre Robin, il y a une fente palatine postérieure, on la voit très très bien ici. Vous voyez cette ligne en hyposignal s'interrompt, pile au niveau de la flèche, et à cet endroit, où il y a la fente postérieure, en fait, vient s'incarcérer la pointe de la langue. Il n'y a pas de fente labio-alvéolaire, vous voyez qu'en fait les alvéoles sont bien continus, on est dans une histoire vraiment postérieure ici, et il y a une ptose de la langue qu'on voit très très bien en dynamique, et en sagittal ici, et on retrouve la même coupe ici qu'on a décrite en échographie avec cette langue qui vient en permanence s'incarcérer dans l'oropharynx et l'hypopharynx. L'autre apport de l'IRM, c'est de détecter les formes associées, de rechercher des anomalies, notamment au niveau du cerveau. Vous voyez en fait toute la qualité d'image qu'on peut avoir sur l'exploration du cerveau, qu'on n'aura pas, bien entendu, en échographie, en tout cas pas aussi bien. Il n'y a pas de cône d'ombre, les os en fait, de la voûte ne nous gênent pas. Le contraste est excellent entre les différentes structures. Vous voyez le ruban cortical, comme on le voit très bien, les noyaux gris centraux également, et le tronc cérébral aussi, qui fait l'objet de beaucoup d'études, notamment dans le Pierre Robin. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a des facteurs pronostiques en IRM qui nous permettraient d'identifier les fœtus à haut risque respiratoire, qui nécessiteraient une intubation orotrachéale, par exemple, en procédure exit dès la naissance, ou une ventilation non invasive, combien de temps, etc. Donc nous avons une étudiante en médecine, enfin une chef maintenant en médecine, qui a repris 77 IRM prénatales. Il y a une dizaine de descripteurs de forme pour décrire la sévérité du rétrognatisme et de la glossoptose qui ont été utilisés. Et malheureusement, il n'y a pas de corrélation significative entre sévérité de rétrognatisme et de la glossoptose en IRM et le statut ventilatoire à la naissance. Donc pour conclure, ces nouvelles recommandations de la CNEOF qu'on a vues tout à l'heure pour le premier trimestre vont nous aider à un dépistage plus précoce. L'échographie et les IRM, vous l'aurez compris, sont des imageries complémentaires pour le diagnostic de la triade des signes et pour le diagnostic des anomalies associées, et notamment le grand rôle de l'IRM pour l'exploration du système nerveux central. De nombreuses mesures en échographie et en IRM ont été proposées pour prédire correctement le pronostic ventilatoire à la naissance, sans succès. Peut-être que la clé est dans la génétique. Et ça sera le topo suivant. Je vous remercie. Est-ce que tu peux nous dire, David, comment tu vois l'évolution dans les 10 prochaines années en termes de diagnostic radiologique, que ce soit avec une échographie améliorée ou une IRM plus accessible? Alors moi, je vois au moins deux évolutions possibles. D'abord, ce qu'on est en train de développer, c'est la fusion écho-IRM. Je dis, c'est deux imageries complémentaires et peut-être qu'en les fusionnant, on va avoir accès à d'autres choses. Ça, c'est vraiment à très court terme. Et c'est en train d'être évalué en réalité pour d'autres pathologies du massif facial. La deuxième chose que je vois, c'est que très probablement, vous avez vu combien on se heurte finalement à essayer de prédire. Et est-ce utile en fait de prédire d'ailleurs, puisque finalement toutes les équipes sont bien formées pour accueillir
le bébé à la naissance, j'allais dire le fœtus, mais le bébé à la naissance. Mais peut-être que finalement tout ça c'est occulte aux radiologues et peut-être que tout ça c'est caché en fait dans l'imagerie et c'est peut-être là que le deep learning peut avoir en fait un intérêt, donc de l'intelligence artificielle qui va prendre en fait tous nos fœtus normaux, on a une cohorte de 700 fœtus normaux ici en IRM et puis en fait de prendre ces Pierre Robin et voir en fait que ça nous sort à la fin grave, pas grave, etc. Voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas certain qu'il y ait un enjeu exceptionnel d'essayer de prédire ça au mieux, en tout cas. Merci beaucoup, David. Moi, j'ai eu une remarque et une question. La remarque, c'est qu'effectivement, je pense que la corrélation anatomo-fonctionnelle, elle est modeste en post-natal, donc c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse être meilleure en prénatal. En revanche, nous, ce qui nous préoccupe beaucoup en prénatal, c'est le diagnostic de Robin associé. Ouais. Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir une communication, j'allais dire, ou vraiment une conscience des échographistes que ce qu'on cherche, c'est autre chose. Donc là, tu nous as parlé de l'imagerie du cerveau en IRM, ouais. Mais quid du cœur, du reste, de la mobilité, des mains, de tout, qui va nous permettre d'accompagner le couple dans l'idée d'un Robin a priori isolé. Oui, parce que c'est là en fait qu'on pêche actuellement. C'est dans les formes familiales, finalement, on s'en sort. Il y a une bonne concordance entre anté et postnatal. Dans les formes associées, clairement associées, finalement, on s'en sort aussi. Mais c'est dans les formes dites isolées, en fait, en imagerie anténatale, où là, on se rend compte finalement qu'il y a 74% de discordance, je crois, sur la grande étude qui a été faite avec Robert Debré et Necker, sur la cohorte de Robert Debré et Necker. Donc oui, il y a du travail. C'est aussi le rôle de ces journées de formation. Et il y a un DU en fait, de médecine fœtale qui a tout un chapitre en fait, sur comment faire l'échographie, que rechercher. Et voilà. Merci David. Moi j'avais aussi une question et une remarque par rapport en fait, au rétrognatisme. Et je pense que c'est très important ce qui a été proposé sur le diagnostic au premier trimestre, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent des suspicions de rétrognatisme et puis que finalement on nous dit c'en est pas un et à la naissance c'est vraiment un Pierre Robin, donc je pense que c'est extrêmement important finalement d'insister dès le premier trimestre. Ouais. Donc merci beaucoup. Doute, il faut aller rechercher les autres signes, c'est hyper important. Et référer d'emblée. Alors justement, moi je voulais faire écho un petit peu à la remarque de Véronique Abadi. Comment vous abordez avec les couples cette question de séquences isolées et possiblement séquences associées à ce moment-là? Alors je vais être très humble, c'est qu'en fait je ne fais pas d'échographie, je fais que l'IRM fœtal. Donc l'interaction avec le couple en temps réel, elle est assez modeste et en fait le compte-rendu est envoyé et c'est le CPDPN qui reprend toutes les échos et le compte-rendu. Ouais. Moi, je voudrais faire aussi écho à propos du terme auquel vous proposez cette IRM, puisque ouais. Là j'ai vu 25 semaines sur le diaporama, peut-être pas le meilleur terme pour le cerveau. Donc, comment vous discutez ce terme-là? Alors, le cerveau, nous, on fait ces IRM à 28 semaines. À 28 semaines d'aménorrhée, on commence à avoir certaines gérifications qui sont assez sympathiques en IRM, qu'on peut bien décrire. Et puis, trop tôt, la gération n'est pas bonne, et puis surtout, le fœtus bouge beaucoup. Trop tard, à partir de 34 semaines, là, on commence à avoir les sillons tertiaires qui apparaissent. On va décrire des polymicrogyries qui n'existent pas. Donc, 28 semaines, c'est le plus précoce. Et si on fait 28 semaines, mais ça, il faut avoir accès en fait, à l'IRM et ce n'est pas forcément le cas partout. Si on fait une précoce à 28 semaines, on va en refaire une à 32 semaines d'aménorrhée. Voilà. Donc si on doit faire une seule IRM, c'est 32 semaines, mais c'est quand même un peu la course aussi pour les parents, pour la compréhension en fait, de ce qui va se passer ultérieurement. Ouais. Il faut aller vite.